Étienne Klein, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique, CEA, mais aussi docteur en philosophie des sciences, beaucoup d'ouvrages, une grosse bibliographie à son actif. Et le dernier ouvrage, Étienne Klein, donc Discours sur l'origine de l'univers aux éditions Flammarion, sera en signature tout à l'heure, vous avez dû le voir en passant, dans le hall du Conseil régional de l'hôtel de région. Alors 2 heures, 120 minutes, voilà tout le temps qui nous reste, même pas tout à fait, pour parler du temps et éviter de nous écraser sur le mur de Planck. Je ne vais donc cesser d'en perdre maintenant et tout de suite passer la parole à Étienne Klein, avec ce fameux mystère, ce temps qui, à mon avis, mais ce n'est qu'un avis vraiment d'ignare peut-être, sera probablement un des derniers mystères s'il l'est résolu un jour. Qu'est-ce que le temps, d'où ça vient et quand ça s'arrête, où ça démarre? Appuyez sur le bouton rouge. Oui, le rouge. Voilà. Merci, bonsoir à tous. Merci d'être venus dans ces conditions météorologiques compliquées. D'après ce que j'ai pu voir, je ne savais pas qu'il pouvait neiger à Rouen. Je vous remercie pour votre invitation et j'ai toujours beaucoup de plaisir à parler dans des structures dont je sais qu'elles ont été, même sont encore parrainées par Hubert Curien, que j'ai connu, rencontré plusieurs fois et que je salue d'une façon un peu vague ce soir. Je ne sais pas où il est, mais je le salue quand même. Donc le sujet, c'est effectivement la question de l'origine du temps. C'est pas la question de l'origine du temps telle qu'on l'apprend à l'école, c'est-à-dire que à l'école, quand on résout un problème de physique, effectivement, on doit choisir un temps zéro qui est la référence dans l'écoulement du temps qu'on va choisir comme point à partir duquel on mesure les durées du problème. Et ceux d'entre vous qui s'en souviennent savent que on peut choisir n'importe quel instant comme origine. Parce que le temps physique, par opposition au temps tel qu'on l'éprouve ou tel qu'on a l'impression qu'il passe, est un temps homogène, c'est-à-dire un temps dont tous les instants sont équivalents. Non pas où ils sont identiques, puisque chaque instant qui passe est un instant inédit. Le temps n'est jamais passé par là, c'est un instant qui est neuf. Mais il a la même structure et le même statut que tous les autres, que ceux qui l'ont précédé et que ceux qui le suivront. C'est-à-dire le temps est homogène, c'est-à-dire que le temps ne change pas au cours du temps sa façon d'être le temps. Et donc vous pouvez choisir comme origine du temps, dans ce sens-là, n'importe quel instant, puisqu'ils sont tous arbitrairement équivalents. Donc la question qu'on va poser ce soir, c'est pas celle-là, de savoir comment choisir l'origine du temps sur un axe du temps, c'est de savoir quelle est l'origine véritable du temps. C'est-à-dire, est-ce que le temps a commencé un jour? Est-ce qu'il a précédé l'univers? Ou est-ce qu'il est né dans l'univers? Ou bien est-ce qu'il y a toujours eu du temps finalement? Auquel cas, la notion même d'instant zéro devrait être abandonnée parce qu'elle ne correspond à aucune réalité physique par laquelle l'univers serait passé. Et donc c'est ce sujet-là que je voudrais traiter ce soir rapidement en 3/4 d'heure. Donc je vais évidemment effleurer les questions compliquées. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'entendre vos questions parce que je sais que c'est prévu. Et à l'occasion des questions, selon celles que vous poserez, je dirais des choses plus ou moins détaillées, enfin plus détaillées que ce que je pourrais dire dans l'exposé. Donc n'hésitez pas, si je passe trop vite, à engranger des questions que vous poserez ensuite. Donc la première remarque, c'est que depuis le XVIIe siècle, plutôt le XVIIIe, même disons après Newton, nous avons pris l'habitude de représenter le temps par une droite, par une ligne sur laquelle on met une petite flèche qui indique le cours du temps. Et donc on dit le temps est linéaire, le temps est comme une droite. Mais une droite, c'est infini. Par définition, ça n'a pas de début, ça n'a pas de fin. La question est, la droite qui représente le temps est-elle infinie aussi? Est-ce qu'elle est infinie dans le passé, aussi bien que dans le futur? Est-ce qu'elle ne serait pas plutôt une demi-droite? C'est-à-dire une droite avec une origine, justement l'origine du temps, un premier point, un premier instant. Et s'il y a un premier instant sur cette demi-droite, est-ce que ce premier instant nous est concevable? Ou est-ce qu'il a un statut qui relève du mystère, comme vous l'avez dit tout à l'heure?
serions-nous en mesure de le décrire, de le penser, et même de raconter d'où il vient? Par quoi a été précédé le premier instant, s'il y en a eu un premier? Alors d'abord, quand on pose ces questions, on voit qu'il y a celle du lien d'engendrement entre le temps et l'univers qui se pose. Lequel a précédé l'autre? Et vous allez voir qu'on peut facilement faire de Raymond DeVos avec ça. Supposons par exemple, pour commencer, que le temps a préexisté à l'univers. Donc l'univers est né dans le temps. Donc le temps avant l'univers ne faisait rien d'autre que passer jusqu'au moment où l'univers est apparu. D'accord. Mais alors qu'est-ce qui nous empêche de prétendre que ce temps, qui, étant un temps et non pas rien, constituait déjà à lui seul une sorte d'univers? Et qu'est-ce qui a bien pu se passer au sein de ce temps pur pour que soudainement il cesse d'être un temps pur? Qu'est-il arrivé au temps le jour où il a cessé d'être seul au monde? Serait-ce l'ennui qui, soudainement, l'aurait décidé à s'inventer un partenaire de jeu en la personne d'un univers matériel? Le temps passe, il s'emmerde, il crée l'univers. Et si le temps a bien été présent avant l'univers lui-même, comment expliquer que ce dernier, l'univers, ne soit pas apparu plus tôt ou plus tard? Qu'est-ce qui a déclenché l'apparition de l'univers dans le temps? Donc c'est des questions qui vous font rire, je le vois, je pourrais en ajouter d'autres, mais c'est des questions que pose un philosophe célèbre qui s'est intéressé à la question du temps, qui s'appelle Emmanuel Kant. Bon. Donc j'ai pas fait du DeVos, j'ai fait du Kant, ce qui rehausse le niveau de mon discours. Il a écrit un livre qui s'appelle Prolégomène à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science. Je vous en recommande la lecture. Et il y a écrit, page 132, cette phrase que je vous livre. Admettons que le monde ait eu un commencement. Comment ce commencement, comme ce commencement est une existence précédée d'un temps où la chose n'est pas, il doit y avoir eu un temps où le monde n'était pas, c'est-à-dire un temps vide. Or, dans un temps vide, il n'y a pas de naissance possible de quelque chose. Donc si on imagine qu'un temps vide, que j'appelais un temps pur, a précédé l'univers, on se demande ce qui a pu se passer dans ce temps vide pour que l'univers apparaisse. Et on se demande pourquoi ça s'est passé il y a 13,7 milliards d'années, plutôt que 20, plutôt que 10. Qu'est-ce qui s'est passé soudainement pour que le temps cesse d'être vide? Donc là, on est dans une sorte de paradoxe, d'aporie, de problème qu'on ne peut pas résoudre par la seule philosophie. Donc pour l'instant, vous voyez, je n'ai pas utilisé d'argument physique. Je questionne la question sans voir comment la physique peut aider à y répondre. Je montre ces problèmes logiques. Maintenant, je prends la deuxième hypothèse, à savoir que l'univers serait né avant le temps, ce qui signifie que le temps est né dans l'univers et après lui. Mais alors évidemment, si je prends cette hypothèse au sérieux, je dois me poser la question de savoir combien de temps a bien pu durer la période privée de temps qui a séparé la naissance de l'univers de la naissance du temps. En d'autres termes, je dois me poser la question de savoir pendant combien de temps il n'y a pas eu de temps. Là, c'est plus du DeVos, je suis d'accord. Si le temps a eu une origine temporelle digne de ce nom, c'est qu'il a été précédé par une chose qui lui était par définition antérieure, une chose qui n'était pas du temps, mais de laquelle le temps est sorti. Mais, écoutez bien, dès lors que la notion d'antériorité n'a de signification qu'au sein d'une chronologie qui suppose elle-même que le temps soit présent pour lui donner sens, comment une chose distincte du temps et donnant naissance au temps
pourrait-elle être antérieure au temps? Si vous voulez, je répète, mais je pense que c'est clair. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on essaie de raisonner, en prenant appui sur la seule logique, et sur les concepts que nous donne la philosophie, sur les catégories qu'elle nous propose, on tombe, dans un cas comme dans l'autre, sur des contradictions qui semblent indépassables. Qui est la pouffe? Qui est la poule? Pardon? Non mais je suis fatigué. La vérité, c'est que j'ai donné 5 heures de cours aujourd'hui. D'accord? Et en fait, j'en ai plein les bottes. Qui est la poule? Qui est l'œuf? Alors si vous lisez les mythes les plus anciens, notamment les mythes grecs, ou même les mythes hindous, ou d'autres grandes civilisations, il y a Georges Dumézil, qui était le beau-père du Mercurien, comme vous savez, qui a montré que dans tous les mythes qui racontent la naissance de l'univers, on invoque toujours un temps qui apparaît au bout d'un certain temps. Donc dans les mythes, l'univers apparaît, et puis au bout d'un certain temps, le temps apparaît. Donc il y a toujours mise en scène d'un univers qu'on pourrait appeler pré-chronique, c'est-à-dire un univers dans lequel le temps n'existe pas encore. Pensez au mythe grec. Au début, il y a Ouranos, le ciel, et Gaïa, la terre. Le mythe nous explique qu'il n'y a ni espace, ni temps. Donc, Ouranos, le ciel, est vautré, entre guillemets, sur Gaïa. Il n'y a pas d'espace entre eux. Et compte tenu de ces conditions topologiques particulières, ils n'ont pas d'autre activité que sexuelle. Non, mais c'est le mythe. Non? Et donc, Gaïa ne cesse d'être engrossée par Ouranos. Les enfants, entre guillemets, les titans, sont confinés dans le ventre maternel, puisqu'il n'y a pas d'espace qui leur permettrait de sortir. Du coup, Gaïa étouffe, s'asphyxie, et demande au dernier-né des titans, qui s'appelle Cronos, comme par hasard, mais Cronos avec un K, de la libérer de l'activité sexuelle débordante de son propre père. Elle fabrique une serpette en or, et Cronos va couper avec cette serpette les parties génitales de son propre père, qui a très mal évidemment, qui a un mouvement de recul, on pourrait parler de coitus interruptus, et ce mouvement de recul le propulse aux confins de l'univers. Et c'est ce mouvement de recul qui crée l'espace. L'espace étant créé, les titans peuvent sortir du ventre maternel et à leur tour engendrer, se développer, s'épanouir. Et le mythe raconte que c'est l'émancipation de Cronos, le titan, qui a engendré Chronos, le temps, CH. Et donc dans ce mythe, le temps, Chronos, n'apparaît qu'au bout d'un certain temps. Et on a l'impression qu'on a échappé aux contradictions logiques que j'évoquais tout à l'heure. Et en réalité non, parce que le temps chez les Grecs, c'est pas la même chose que le temps pour nous. Pour un physicien d'aujourd'hui, le temps, c'est ce qui crée de la durée. Pour un Grec, le temps, c'est ce qui crée du changement. D'accord? Donc la libération ou l'émancipation de Chronos, c'est le commencement du devenir, du fait que les choses changent. C'est pas l'apparition de la durée. Donc pour un Grec, il peut y avoir de la durée sans qu'il y ait de temps. Alors que pour un physicien, s'il y a de la durée, c'est qu'il y a du temps. Donc vous voyez, je dis ça pour que vous ne pensiez pas qu'on peut résoudre la question qui est posée aujourd'hui en lisant les mythes grecs ou d'autres. Je pourrais donner d'autres exemples, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point. Et voir en quoi la physique d'aujourd'hui éclaire ou n'éclaire pas cette question. Si vous lisez certains auteurs en forme de jumeaux, la question est résolue. Elle est résolue dans leur bouquin, que je n'ai pas lu, donc peut-être ils ont trouvé la bonne solution. Mais moi, je vais essayer de vous dire les choses telles qu'on peut les voir d'un point de vue de physicien praticien, disons. Alors, évidemment, ça nous amène à parler du Big Bang. Donc
dont chacun d'entre vous a entendu parler, et aussi certainement de l'instant zéro auquel on l'associe. C'est-à-dire que dans la vulgate la plus répandue, qui a toujours cours, on explique que le Big Bang, c'est l'explosion originelle qui a créé tout ce qui existe. Le Big Bang, c'est le commencement du monde, c'est le fiat lux originel. Et du coup, ça pose une question qu'on ne cesse de poser depuis les années 60, c'est-à-dire depuis que le mot Big Bang a fait florès et a sédimenté dans la culture. Qu'y avait-il avant cet instant initial? Alors, on ne cesse de tenter de répondre à partir de différents types de discours, religieux, mythologiques, métaphysiques, scientifiques, qu'il est difficile de faire tenir ensemble. Au point même que la question de l'origine, du temps et de l'univers, est devenue une zone de conflit, paraît-il, entre la science et la religion. On raconte même que lorsque Stephen Hawking a rencontré Jean-Paul II en 1992, l'entretien se serait terminé par cette phrase de Jean-Paul II adressée à Hawking, qui est la suivante: « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, après le Big Bang, c'est pour vous, avant le Big Bang, c'est pour nous. » Une sorte de répartition des rôles. Je ne sais pas si l'anecdote est vraie, je l'ai entendu raconter, je l'ai même lu. Mais ce qu'elle illustre, c'est la naïveté avec laquelle on considère cette question de l'origine, qui relève plutôt du mystère absolu, plutôt que de la répartition des tâches ou des compétences. Bon. Alors, il y en a qui croient s'en sortir, avec plus ou moins d'honnêteté, par un imbroglio de concepts mal définis. Création, transcendance, finalité, hasard, contingence, nécessité. Vous les mettez dans un sac, vous secouez, et il en ressort parfois une certaine description de ce que pourrait être l'origine de l'univers. Mais à l'évidence, un certain brouillard conceptuel plane sur l'aurore du monde. Tout le monde en parle, mais quand on écoute ceux qui en parlent, on se rend compte que personne ne l'a dit. Je parlais des cosmogonies traditionnelles tout à l'heure. Tout envisage la présence initiale d'un déjà là. Une cosmogonie vous dit au début il y avait truc qui a engendré ceci. En général, le truc c'est un océan primordial, sombre, pas de lumière. Et puis la naissance de l'univers à partir de ce truc correspond à l'apparition de la lumière. Lisez la Genèse par exemple, qui n'est pas une cosmogonie, qui est un récit religieux, mais il y a aussi l'idée qu'au départ il y avait déjà quelque chose. Donc ce quelque chose, vous pouvez le considérer comme l'origine de l'univers, à la condition de ne pas poser la question de l'origine de ce quelque chose. Sinon vous repartez pour un tour. Donc en fait, il n'existe pas de récit connu qui raconte l'origine de l'univers. Parce que si vous prenez le mot origine vraiment au sérieux, l'origine de l'univers, c'est le passage de l'absence de toute chose à la présence de quelque chose. Or ça, on va le voir tout à l'heure, c'est quelque chose qui est difficile à raconter. Le néant, comment est-ce que le néant peut cesser d'être un néant? Si vous arrivez à l'expliquer, c'est que vous avez attribué au néant des propriétés qui lui permettent de cesser d'être un néant. Mais un néant qui a la potentialité d'être quelque chose, c'est déjà quelque chose. Donc il y a quelque chose, en tout cas dans la logique occidentale, qui rend la notion d'origine prise dans son sens absolu difficile à penser et difficile donc à dire. Et effectivement, quand nous écoutons des récits de l'origine, nous nous rendons vite compte qu'ils ne sont pas des récits de l'origine, mais des généalogies qui lui ont succédé. Ce qui n'est pas la même chose. Une généalogie n'est pas la description d'une origine. Alors, que disent les physiciens aujourd'hui? Eh bien, ils savent qu'il y a 13,7 milliards d'années, l'univers
est passé par une phase extrêmement dense. On n'avait pas idée à quel point c'était dense. L'univers était tout petit, minuscule, très forte température et très haute densité d'énergie. Et donc c'est ça qu'on appelle le Big Bang. C'est le fait que l'univers, nous le savons, est passé par cette phase. Et par extension, on appelle Big Bang également l'ensemble des modèles théoriques ou modèles cosmologiques qui ont été initiés dans les années 20 par un physicien belge qui par ailleurs était abbé, qui s'appelle l'abbé Lemaître, qui ont décrit cette phase primordiale, non pas initiale mais primordiale. Et ces modèles-là ont été discutés à partir des années 50, notamment après qu'un physicien d'origine russe, qui s'appelle Georges Gamow, a montré que cet univers dont l'abbé Lemaître disait qu'il avait été beaucoup plus petit et beaucoup plus dense dans le passé, avait été également beaucoup plus chaud. Donc l'idée de Big Bang chaud, c'est l'idée que l'univers est en extension après être passé par une phase très dense, très chaude et très énergétique. Et il se trouve que ces modèles de Big Bang, comme on les appelle, ont fait leurs preuves. Il y a des preuves scientifiques que c'est bien ainsi que les choses se sont passées. D'abord, dans les années 30, on a découvert que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, d'autant plus rapidement qu'elles sont plus éloignées les unes des autres. Ça a été fait par Hubble, et on a fini par comprendre que ça signifiait que l'univers est en expansion. L'univers est en expansion, ça ne veut pas dire que les distances entre les galaxies augmentent. Ça veut dire que l'espace-temps qui les sépare se dilate. Ce n'est pas le mouvement des galaxies dans l'espace qui crée cette augmentation de la distance, c'est la métrique de l'espace-temps qui se dilate. Donc en fait, les galaxies sont immobiles dans un espace-temps qui, lui, est dynamique. C'est ça qu'on appelle l'expansion de l'univers. Okay. Deuxièmement, ces modèles de Big Bang prédisaient l'existence d'un rayonnement particulier qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui a été détecté en 1964. Et c'est à partir de cette date-là que les modèles de Big Bang sont pris au sérieux. Et troisième chose, les modèles de Big Bang permettent de calculer les proportions des éléments chimiques légers dans l'univers, hydrogène, hélium, lithium, et ces proportions ont été mesurées et sont conformes aux prédictions qui avaient été faites dans le cadre de ces modèles cosmologiques. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Oui, cette histoire de fond diffus cosmologique, que d'aucuns appellent le visage de Dieu, c'est pas du tout l'origine de l'univers. Je ne sais pas si vous avez lu un peu de cosmologie, j'imagine que oui. Dans l'univers primordial, la densité de particules était énorme, je l'ai dit. Parmi ces particules, il y avait des photons, c'est-à-dire de la lumière. Simplement, cette lumière constituée de photons ne pouvait pas se propager librement dans l'espace. Pourquoi ? Parce qu'à chaque pas, les photons entraient en collision avec des particules de matière. Par exemple, des électrons, des neutrinos ou d'autres. Et donc, ils étaient constamment déviés. Ce qui veut dire que dans cette phase-là, très dense, l'univers était, comme on dit, opaque à sa propre lumière. Il y avait de la lumière, mais elle ne pouvait pas se propager librement. Mais au bout de 380 000 ans, comme l'univers est en expansion, sa température baisse, et au bout de 380 000 ans, elle se trouve égale à 3000 degrés. Or, à 3000 degrés, les photons qui sont dans l'univers n'ont plus assez d'énergie pour casser les édifices qui se forment. Et donc, se forment les premiers atomes. Les premiers atomes, c'est-à-dire un noyau constitué de protons et d'électrons, des noyaux légers évidemment. Les noyaux plus lourds seront formés bien plus tard dans les étoiles, donc les protons, neutrons, ces noyaux existent. Mais pour la première fois de l'histoire de l'univers, des électrons, attirés par ces noyaux par la force électrique, peuvent se combiner à eux et former des atomes, donc noyaux avec des électrons qui tournent autour, qui sont électriquement neutres. Alors il se trouve que les photons
interagissent très peu avec les atomes. Sauf quand ils ont des fréquences bien particulières, je ne vais pas inciter. Mais en gros, tout d'un coup, la lumière qui était piégée par la matière peut se propager librement parce que les atomes ne lui font plus obstacle. Et c'est cette lumière qui, au départ à 3000 degrés, qu'on appelle le fond diffus cosmologique, qui existe encore aujourd'hui, qui baigne l'univers dans son entier. Simplement, comme l'univers s'est expansé depuis, elle a une température plus basse, elle vaut à peu près 3 Kelvin, et cette lumière est mesurée pour ce qui est de ses propriétés avec une très grande précision. Elle a d'abord été par un satellite qui s'appelait COBE, puis un autre qui s'appelle WMAP, et aujourd'hui elle est mesurée par un satellite qui s'appelle Planck, qui recueille des données extraordinaires, mais qui sont sous embargo et qui seront présentées à la presse en 2011, et on verra la carte du ciel telle que le fond diffus cosmologique nous la montre avec une très grande précision. Je dis ça pourquoi? Parce que un astrophysicien qui regarde le ciel avec un télescope ne peut pas voir l'univers en amont de cette transition. Autrement dit, aucun télescope ne peut vous montrer l'univers tel qu'il était avant les 380 000 ans dont je viens de parler. Parce qu'avant cette période, la lumière ne se propage pas. Donc un astrophysicien ne peut pas voir l'univers plus jeune que 380 000 ans. Ce qui est jeune, 380 000 ans, tout est relatif, c'est très jeune. Vous allez me dire, mais alors, comment on fait pour savoir ce qui s'est passé avant? Eh bien, c'est très simple. On fait ce que je fais, c'est-à-dire de la physique des particules. Comment ça marche? On postule, c'est un des principes fondamentaux de la physique, que les lois physiques n'évoluent pas au cours du temps. Vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que je viens de dire. Je viens de dire que l'univers évolue. Si l'univers évolue, c'est que les lois physiques évoluent. Et bien voilà le type de raisonnement qu'Einstein d'ailleurs a tenu, mais qui sont faux. C'est-à-dire que ce qui a évolué au cours de l'histoire de l'univers, ce ne sont pas les lois physiques. Ce sont les conditions physiques. Et d'ailleurs, la possibilité que nous avons, et qui a été signalée tout à l'heure dans l'introduction, de choisir arbitrairement ce que nous appelons l'instant zéro comme référence pour mesurer les durées, est liée au fait que le temps est homogène. Mais le fait que le temps soit homogène signifie que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. D'ailleurs, si vous avez fait un peu de physique et écrit une ou deux équations avec le paramètre t dedans, il ne vous aura pas échappé que le paramètre t dans les équations ne dépend pas du temps. C'est quand même bizarre ça. Le temps ne dépend pas du temps. C'est-à-dire qu'une équation de physique, que vous l'appliquiez aujourd'hui, ou dans 10 milliards d'années, ou il y a 10 milliards d'années, aura la même forme. C'est un postulat métaphysique, mais qui a comme implication la conservation de l'énergie. Donc la conservation de l'énergie, c'est la traduction empirique du fait que les lois physiques ne changent pas au cours du temps. Quand je parle de lois physiques, je ne parle pas des lois de la physique. La physique progresse, donc ces lois changent. Je parle des vraies lois physiques, celles de la nature. Et donc si ces lois physiques ne changent pas au cours du temps, si je recrée aujourd'hui, dans un tout petit volume, les conditions physiques de l'univers primordial, très forte densité, très forte température, comme les lois physiques d'aujourd'hui sont les mêmes qu'à l'époque, je verrai les phénomènes physiques qui avaient lieu à l'époque. Ce qui a changé, ce sont les conditions, pas les lois. Eh bien, au CERN, avec le LHC, ce colliseur de protons qui fonctionne depuis quelques mois, on fait des collisions de protons à très haute énergie. Donc l'énergie des protons se concentre, devient de la matière, on voit des tas de particules qui sortent, et on recrée ainsi pendant une durée très brève les conditions physiques de l'univers primordial. Et nous voyons les phénomènes qui se déroulaient dans l'univers primordial, mais à l'époque c'était à l'abri des regards. Nous on voit. Ça ne veut pas dire que le LHC soit une machine à remonter dans le temps.
C'est une machine qui recrée dans le présent les conditions du passé et qui offre à l'espace-temps une petite cure de jouvence très brève qui lui rappelle sa jeunesse. Alors, il ne faut pas non plus rêver. On ne va pas à l'instant zéro. L'énergie cinétique qu'on donne aux protons dans le lâcher, pour ceux d'entre vous qui connaissent les unités, c'est 7000 GeV. C'est-à-dire on donne à un proton, à chacun des protons qui entrent en collision, 7000 fois l'énergie qu'il a lorsqu'il est au repos. Vous pouvez faire le calcul, 7000 GeV, c'est l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Je prends un moustique d'1 milligramme, non relativiste, qui vole à 1 mètre par seconde, il a une énergie qui est égale à l'énergie d'un proton du LHC. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne fait pas des collisions de moustiques, ça serait moins cher? Ou des collisions de voitures, on fait ça tous les jours, on devrait pouvoir voir encore plus de particules sortir puisqu'il y a plus d'énergie. Mais en fait, il y a une différence, c'est que dans le moustique, le vrai moustique, l'énergie qu'il porte du fait de son mouvement est distribuée sur toutes les particules dont il est constitué, qui sont des milliards et des milliards de particules. Donc la densité d'énergie par particule est faible. Alors que notre proton, lui, à lui seul, transporte toute l'énergie, ce qui correspond donc à une énergie très concentrée. Et c'est ça qui compte. Donc, avec le LHC, on voit ce qui se passe 10-13 secondes après le Big Bang, avec des particules qui ont l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Maintenant, si vous regardez ce qui se passait, non pas 10-13 secondes après le Big Bang, mais 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, l'énergie des particules, c'était l'énergie d'un TGV. Entre un moustique et un TGV, il y a une différence. Ce qui veut dire que d'un point de vue expérimental, nous sommes très loin des conditions du mur de Planck dont il a été question et dont je vais reparler. Tout ça pour dire que, expérimentalement, on progresse, mais on atteint en laboratoire des conditions physiques qui sont très différentes de celles de l'univers d'aujourd'hui, mais qui sont également très différentes de celles qui régnaient dans l'univers qui avait précédé. Alors, pourquoi est-ce qu'on associe le Big Bang à l'instant zéro? Pour ça, il faut remonter aux années 50, date à laquelle le mot Big Bang a été inventé. À l'époque, on faisait de la cosmologie en utilisant une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité générale. C'est la théorie d'Einstein de 1915, théorie de la gravitation. Théorie absolument fondamentale parce qu'elle permet de donner à l'univers tout entier des propriétés physiques globales. L'univers n'est plus l'enveloppe contenant tous les objets physiques, l'univers est lui-même un objet physique. Il peut être défini par une courbure, par exemple, par une densité moyenne, etc. Autrement dit, l'univers a un statut d'objet comme tous les objets qu'il contient. Il est un objet physique comme un autre. Alors qu'auparavant, l'univers était considéré comme ce qui contient tous les objets et qui n'est pas lui-même un objet. Les observations de Hubble dont j'ai parlé, les galaxies s'éloignent les unes des autres, d'autant plus qu'elles sont éloignées les unes des autres. Cette observation, interprétée dans le cadre de la relativité générale d'Einstein, conduit à la conclusion que l'univers lui-même a une histoire. Non seulement ce qu'il contient a une histoire, mais l'univers lui-même a une histoire. Ça, c'est un truc fondamental. C'est-à-dire, quand je dis l'univers a une histoire, aujourd'hui, je dis une phrase que des physiciens du XIXe siècle avaient déjà dite. Et même du XVIIIe. Kant, dont je parlais tout à l'heure, avait écrit une histoire du monde, dans laquelle il expliquait l'histoire de la Voie lactée, comment elle s'était formée, etc. Et donc la phrase « l'univers a une histoire » n'est pas une phrase très récente. Ce qui est récent, c'est la signification qu'on lui donne. Au XIXe siècle, on parlait de la mort thermique de l'univers, par exemple, mais on parlait de la mort de ce que l'univers contient, pas de l'univers lui-même. Quand je dis « l'univers a une histoire » au XXe siècle, je parle de l'univers en tant que tel, et non pas des constituants qui le composent. C'est un truc très fondamental. Maintenant, vous déroulez le film à l'envers.
quand le film s'écoule à l'endroit, je vois que les galaxies ont des distances qui augmentent à mesure que le temps s'écoule. Je passe le film à l'envers, et ce que je vois, c'est que les galaxies se rapprochent. Et quand j'extrapole vraiment loin dans le passé, je vois qu'elles se rapprochent vraiment de plus en plus. Et là, je ne vois plus rien, mais je fais jouer les équations de la relativité générale. Et je vois que d'après ces équations, j'aboutis à un univers ponctuel. Bon, ponctuel, ça ne veut pas dire qu'il arrive à l'heure, à ses rendez-vous, ça veut dire qu'il a une taille nulle. Il est comme un point. Cet univers ponctuel a une densité infinie et une température infinie. C'est ce qu'on appelle en physique une singularité initiale. Singularité parce que apparaissent dans les caractérisations de cette situation des grandeurs infinies. Vous savez que dans les calculs, on a des problèmes avec les grandeurs infinies. On appelle ça une singularité initiale. Voilà comment était décrite l'histoire de l'univers dans les années 50. Et à l'occasion d'une émission de radio sur la BBC en 1949, un astrophysicien qui s'appelle Fred Hoyle a voulu raconter aux auditeurs cette nouvelle théorie qu'on appelait la théorie de l'évolution dynamique de l'univers. Et puis, en voyant la tête du journaliste qui manifestement ne comprenait pas ce qu'il racontait, il s'en a déduit que les auditeurs ne devaient pas comprendre non plus. Et donc il a dit, mais c'est le Big Bang. C'est comme un Big Bang. Et c'est de là qu'est née cette expression. Et ce qui est étonnant, c'est que Fred Hoyle, qui l'a inventé, était contre les modèles de Big Bang. Il n'y croyait pas. Mais le mot a fait florès. Le mot Big Bang a fait bingo, si on peut dire. Et du coup, les physiciens l'ont adopté. Et d'emblée, on a associé le Big Bang à l'instant zéro. C'est-à-dire à cette singularité de densité infinie, de température infinie, d'énergie infinie. On dit voilà, la physique décrit la création de l'univers. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé? Tout le questionnement métaphysique s'est greffé sur cette façon de raconter le Big Bang. Ce questionnement métaphysique, il est évidemment passionnant, mais mon propos de ce soir sera de vous montrer qu'il est prématuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'interpréter la cosmologie actuelle et son discours sur l'univers primordial comme étant une description de la création de l'univers. Pourquoi? C'est très simple. C'est très simple, mais c'est difficile à accepter parce que notre façon de raconter le Big Bang est toujours la même. On parle de l'instant zéro, etc. La raison est la suivante. Quand vous faites l'extrapolation vers le passé, l'univers est de plus en plus petit, de plus en plus dense, de plus en plus chaud. D'accord? Et puis arrive un moment dans cette extrapolation, vers le passé, où les conditions physiques de l'univers, très forte température, etc., font que les particules qui sont dans l'univers sont sensibles très fortement à toutes les autres forces qui existent dans la nature. Vous savez que dans la nature, il n'y a pas que la gravitation. Il y a 3 autres forces fondamentales. L'une qui s'appelle la force électromagnétique, et 2 autres qui sont des forces nucléaires. L'une qu'on appelle la force nucléaire faible, qui est responsable de la radioactivité, par exemple, radioactivité bêta. Donc, quand un neutron devient un proton en émettant un électron, c'est sous l'effet de l'interaction qu'on appelle nucléaire faible. Et puis il y a une deuxième force nucléaire qu'on appelle l'interaction nucléaire forte, parce qu'elle est plus forte que l'autre, en termes d'intensité. C'est celle qui est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. C'est celle par laquelle les protons et les neutrons, dans un noyau, vont s'attirer très fortement, comme collés par une sorte de glue ultra forte, de sorte que les noyaux sont un édifice extrêmement solidaire et difficile à casser. Et bien quand j'extrapole et que je regarde ce qu'était l'univers, quand je regarde de plus en plus loin dans le passé, arrivent des conditions où je ne peux plus négliger le rôle de ces 3 forces. Et du coup, la théorie que j'utilise, à savoir
la relativité générale, qui ne tient compte que de la gravitation, est incomplète. Puisqu'elle ne peut pas décrire un univers dans lequel il y a la gravitation plus les trois autres forces. Et le moment à partir duquel la relativité générale cesse d'être valide parce qu'elle ne décrit pas bien l'univers tel qu'il est, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Et on dit, ce mur de Planck s'est passé 10 puissance 43 secondes après l'instant zéro. C'est-à-dire on garde l'instant zéro comme référence et on dit la physique on peut la faire fonctionner qu'à partir du moment où on a dépassé ce mur qui a eu lieu 10 puissance moins 43 secondes après l'instant zéro. Et ça c'est trompeur. Pourquoi? Parce qu'avant le mur de Planck, la notion même de temps ou d'espace-temps perd son sens. Pourquoi? Est-ce que vous suivez toujours? Je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas quelle est votre tête. Si c'est trop compliqué, ou si ça va trop vite, vous me dites. Mais c'est des points importants. Il ne faut pas rater un maillon, même si moi-même je ne suis pas clair. C'est à vous de clarifier mes propos. Voilà. Là, je fais une petite parenthèse quand même, pour vous dire la chose suivante. Les trois autres forces, là, électromagnétiques, nucléaires, on les décrit parfaitement aujourd'hui. D'ailleurs, on teste ça avec le LHC, avec d'autres accélérateurs de particules. On les décrit grâce à une théorie qu'on appelle la physique quantique. Alors, la physique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit des particules. Voilà, des atomes et des objets qui sont encore plus petits que l'atome, comme les quarks, les électrons, les leptons, les neutrinos, etc. Cette physique quantique décrit les trois interactions que j'ai évoquées avec des outils mathématiques qui sont à peu près les mêmes pour les trois. En termes techniques, ça s'appelle des théories de jauge. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais sachez qu'il y a une certaine élégance mathématique dans ce modèle standard de la physique des particules qui permet de décrire les trois interactions qui, d'un point de vue empirique, sont complètement différentes à partir d'outils mathématiques qui sont très semblables. Le truc génial dans le modèle standard, c'est qu'on associe à chacune de ces trois interactions un groupe mathématique, un groupe de symétrie mathématique, à partir duquel on peut déduire toutes ces propriétés. Donc c'est vraiment une théorie élégante, esthétique, et en plus, elle marche. Et donc, au moment du mur de Planck, quand je remonte dans le passé, si je veux aller en amont du mur de Planck, c'est très simple. Il suffit de fabriquer une théorie qui inclut à la fois la gravitation qui est décrite par la relativité générale et la physique quantique qui décrit les trois autres forces. J'aurai ainsi une théorie capable de décrire les quatre forces en même temps et je pourrais décrire l'univers tel qu'il était avant le mur de Planck. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire. On essaye depuis très longtemps, et je pense que certains d'entre vous ont entendu parler de la théorie des supercordes, ou d'autres théories qui essaient d'unifier, comme on dit, la relativité générale et la physique quantique. Bon, la théorie des supercordes, qui est la voie la plus suivie par exemple, consiste à dire que les particules élémentaires que nous on considère comme des points, en réalité sont des petites cordes qui vibrent dans un espace-temps à 10 dimensions. Il y a l'espace-temps à 4 dimensions habituel, mais en fait il y a 6 dimensions supplémentaires qu'on ne voit pas, mais qui existent. Bon, ça paraît une idée folle, mais bon, c'est une idée qui se décline mathématiquement de façon assez efficace, et en plus elle n'est pas complètement folle. Votre chemise, c'est un objet à 3 dimensions. D'accord ? Il y a 2 dimensions de la surface, et puis il y a la dimension supplémentaire liée à l'épaisseur. Mais quand vous repassez votre chemise, vous la traitez comme un objet à 2 dimensions. Vous ne la repassez pas sur la tranche. Parce que la tranche a une dimension très petite par rapport aux autres dimensions. Donc vous pouvez faire comme si elle n'existait pas. Mais le pari de la théorie des cordes, c'est ça. C'est de dire qu'il y a 4 dimensions visibles, perceptibles, dans lesquelles nous sommes et que nous pouvons éprouver.
Mais les autres dimensions sont tellement repliées sur elles-mêmes qu'on ne peut pas les voir. Mais elles existent. Alors, ça peut ressembler à un pari métaphysique, mais par exemple, au LHC, vous savez, les protons dont je parle là, plus on les tape fort les uns contre les autres, plus on fait des collisions violentes, plus on arrive à voir des choses petites dans l'espace. Et avec le LHC, on voit des objets qui ont la taille égale à 10 puissance moins 18 mètres. On voit des objets dont la taille est 1 milliardième de milliardième de mètre. Ben, ce qu'on pense dans la théorie des cordes, c'est que la taille des dimensions supplémentaires, c'est 10 puissance 35, 10 puissance moins 35 mètres. Donc beaucoup plus petit que ce qu'on peut voir avec le LHC. Donc c'est vraiment des dimensions ultra microscopiques. Et on peut donc imaginer qu'elles existent sans qu'on ait encore eu les moyens de les voir. Bon. Et cette théorie des cordes, elle permet d'unifier, en principe, elle n'a pas été testée, on ne sait pas si c'est la bonne voie, mais en tout cas, en principe, elle permettrait d'unifier la physique quantique et la relativité générale. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de faire de la cosmologie avec cette théorie. Et de voir ce qu'elle peut nous raconter sur l'univers primordial, c'est-à-dire l'univers d'avant le mur de Planck. Là où J peut être l'instant zéro. Et ça, malheureusement, on ne peut pas le faire parce que les calculs en théorie des cordes qui permettraient de décrire ce monde ultra dense et ultra chaud sont trop compliqués. Ça vient du fait que les particules sont tellement densément disposées dans l'espace, sont tellement entremêlées, que les calculs deviennent infernaux et on n'y arrive pas. Donc on pourrait dire on n'a pas progressé. Simplement, il y a des physiciens comme Veneziano, d'autres, qui font des modèles simplifiés. C'est-à-dire ils essaient de garder des équations de la théorie des cordes, les paramètres ou les variables pertinentes pour décrire cet univers en négligeant des termes qui empêchent de faire des calculs jusqu'au bout. Donc ils font ce qu'on appelle des modèles. On n'est plus dans la théorie, on est dans le modèle. Et ce qui est fondamental, et c'est le point clé de ma démonstration, c'est que la théorie des cordes prédit qu'il ne peut pas exister dans l'univers de température supérieure à une certaine valeur finie. Très grande, mais finie. Pas infinie, je veux dire. Donc l'univers, à aucun moment de son histoire, et à aucun endroit de son espace, ne peut avoir une température supérieure à un certain seuil, qui n'est pas infini. D'accord ? Et quand on fait des calculs avec ces modèles simplifiés que j'évoquais, on s'aperçoit que l'instant zéro, qui apparaissait dans les modèles cosmologiques dans lesquels on n'avait mis que la gravitation, par le biais de la relativité générale, cet instant zéro se volatilise. Il n'existe plus dans les équations. Il disparaît. Pourquoi ? Parce que ces scénarios obligent à imaginer que l'univers, avant le Big Bang, se contractait, du coup ses dimensions diminuaient, sa température augmentait, jusqu'au moment où la température de l'univers a atteint la valeur maximale non infinie autorisée par la théorie des cordes. À ce moment-là, l'univers ne peut plus se contracter davantage, parce que s'il le faisait, il augmenterait sa température. Il ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il rebondit sur lui-même. D'accord ? Il se contracte, et avant d'atteindre la singularité initiale, il rebondit sur lui-même et entre en expansion. Et ce que nous appelons le Big Bang, c'est plus du tout la singularité, c'est la transition de phase entre un univers en contraction et un univers en expansion. C'est plus une création, il n'y a plus d'instant zéro, c'est une transition de phase. Alors vous pourriez me dire, et vous auriez raison, mais ça c'est vrai qu'en théorie des cordes, et on ne sait pas si la théorie des cordes est la bonne théorie permettant d'unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Et vous aurez parfaitement raison. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que quand je regarde d'autres pistes théoriques permettant d'unifier la théorie quantique et la gravitation, par exemple une théorie qu'on appelle la théorie quantique de la gravité à boucle, je ne vais pas vous dire ce que c'est, ou d'autres qui s'inspirent de théories basées sur l'existence du vide quantique, je ne vais pas non plus vous dire ce que c'est,
Ce qui est remarquable, c'est que toutes ces pistes théoriques qui s'appuient sur des principes différents, quand on les applique à la description de l'univers primordial, font disparaître l'instant zéro. Autrement dit, dans ces théories, il y a toujours quelque chose. Et il n'y a jamais de transition entre l'absence de toute chose et quelque chose. Donc, il va bientôt falloir que je m'arrête, donc je vais arriver rapidement à ma conclusion, qui va être la suivante. Il n'existe pas aujourd'hui de preuves scientifiques que l'univers a eu une origine. À condition évidemment de prendre le mot origine dans son sens radical, c'est-à-dire transition entre l'absence de toute chose et quelque chose. Il n'y a donc pas de preuve scientifique que l'univers a une origine, ce qui ne prouve pas que l'univers n'a pas eu d'origine. Mais disons, si l'univers a une origine, nous ne l'avons pas saisi. D'accord ? Donc, vous voyez, le paysage est assez simple, malgré tout. Soit l'univers a eu une origine, et nous ne la connaissons pas, soit il n'en a pas eu. Autrement dit, il y a toujours eu quelque chose qui a évolué, qui a subi des transformations, des transitions de phase, comme celles que j'ai décrites tout à l'heure. L'univers n'a pas cessé d'évoluer, ce qui correspond d'ailleurs à la conception chinoise. Vous savez, pour les Chinois, il n'y a pas d'origine de l'univers, il y a toujours eu quelque chose qui ne cesse pas d'évoluer. Et il semble que la cosmologie contemporaine, même si comparaison n'est pas raison, retrouve certaines thématiques de la philosophie chinoise. Il y a toujours eu de l'être. Alors nous, en Occident, on est obsédés par cette question de l'être. Et quand on parle du Big Bang, comme on en parle d'habitude, c'est-à-dire instant zéro, etc., on se pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant? Et en général, on met Dieu. Ce qui est tout à fait possible. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Ce n'est pas une question de foi ou pas. Dieu est par définition celui qui a créé le monde. C'est l'allumette cosmique primitive, si on veut. Mais Dieu n'est pas la solution de la question de l'être. C'est-à-dire, Dieu n'est pas la solution de la question pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. C'est tout simple. Parce que si Dieu existe, il fait partie de l'être. Ou il est l'être, si vous préférez. Mais s'il est l'être, il ne répond pas à la question pourquoi l'être. Et s'il n'existe pas, je pense que c'est encore moins la solution. D'accord ? Vous voyez que le fait d'invoquer un être transcendant qui serait responsable de l'univers ne répond pas à la question du mystère de l'être. Pourquoi l'être ? Alors maintenant, est-ce que nous serions capables, s'il est avéré un jour que l'univers a eu une origine, de décrire cette origine ? C'est ça la question. Est-ce qu'un jour, la question de l'origine de l'univers entrera dans le champ de compétences de la science? Bon. Alors, avant de répondre et de conclure, je vais vous raconter rapidement comment la science a identifié des origines. Non pas de l'univers, mais de choses qui sont dans l'univers. Si j'avais fait cette conférence il y a un siècle, d'abord, vous ne seriez pas venu parce que la conférence n'aurait pas eu d'intérêt. À l'époque, on pensait que l'univers était statique. L'univers a toujours été comme nous voyons qu'il est. Il est stationnaire. On voit qu'il y a des mouvements à l'intérieur, les étoiles bougent, etc. Mais ces mouvements sont comme ils ont toujours été. Il n'y a pas d'historicité. Aujourd'hui, on sait non seulement que l'univers a une histoire, mais que ce qui existe en son sein a également une histoire. Par exemple, les atomes. Quelle est l'origine des atomes? Et bien ça, c'est parfaitement compris aujourd'hui. Les atomes très légers ont été fabriqués par collision de protons et de neutrons dans l'univers primordial. Les atomes plus lourds ont été fabriqués dans des étoiles.
Et les atomes vraiment très lourds ont été fabriqués dans l'explosion d'étoiles massives, ce qu'on appelle des supernovas. Donc, on comprend l'origine des atomes, de tous les atomes, de l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Mais le mot origine, quand il s'agit de comprendre l'origine des atomes, a un sens un peu particulier. Ce que j'appelle l'origine des atomes, en l'occurrence, ce sont les étoiles. C'est-à-dire que ce que j'appelle l'origine des atomes, c'est l'achèvement des processus antérieurs que je mobilise pour expliquer d'où les atomes proviennent. Donc l'origine, c'est la fin de quelque chose. L'origine, c'est un achèvement. D'accord ? Et pour expliquer l'origine de quelque chose, je dois invoquer l'existence de quelque chose d'autre à partir duquel je peux expliquer l'apparition d'une nouvelle entité physique. Donc, les origines qu'on décrit en physique sont toujours des origines secondaires. Elles présupposent un déjà là. Elles décrivent des filiations, des généalogies, si vous préférez. D'accord ? Et ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est jamais dans l'histoire de l'humanité on a compris des choses aussi intellectuellement fascinantes que celle-là. Je pourrais vous donner d'autres exemples à propos d'autres entités physiques, mais je n'ai pas le temps. Juste un petit détail. Au CERN, avec le LHC, ce qu'on essaie de comprendre, c'est l'origine de la masse. Pourquoi est-ce que les particules ont une masse et comment ont-elles acquise dans l'univers primordial? Vous allez me dire, mais c'est quand même une question de taré, ça, parce que tout le monde sait que tous les objets sont massifs, que la masse d'un objet appartient aux objets en propre, c'est une propriété intrinsèque des objets. Matière égale masse. Un électron a une masse qui lui est propre. Donc se poser la question de l'origine de la masse, c'est se poser la question de l'origine de la matière. Eh bien en fait non. Pour des raisons très compliquées, on pense qu'en fait, les particules n'ont pas de masse. Comme le photon. Le photon n'a pas de masse, mais on pense que c'est vrai pour l'électron et tout le reste. Évidemment, c'est absurde de dire ça, puisque à l'évidence, quand on fait une mesure, on trouve un résultat non nul. Les particules ont bien une masse. Mais on se souvient de ce que disait Galilée. Galilée disait, le pari de la physique, c'est d'expliquer le réel par l'impossible. Ah oui. C'est-à-dire, quand vous entendez une loi physique la première fois, vous avez l'impression qu'elle est fausse. Prenez l'exemple de la chute des corps. Quand vous laissez tomber un objet lourd et un objet léger, lequel arrive le premier au sol? Le lourd. Donc les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Aristote l'a écrit, je le répète, c'est conforme à l'observation. Personne n'y trouve rien à redire puisque c'est une loi qui est confirmée par n'importe quelle expérience que nous pourrions faire. Arrive Galilée qui dit, c'est le premier, qui dit, est-ce que cette loi est vraie? Est-ce que cette loi est vraie? Pour le vérifier, il ne monte pas au sommet de la tour de Pise. Parce que s'il monte au sommet de la tour de Pise et qu'il laisse tomber ces deux trucs, en convoquant les sorbonnards de l'époque qui sont aristotéliciens, il va les confirmer dans leur thèse. Non, il imagine une expérience de pensée, c'est-à-dire une expérience qui permet de voir quelles sont les implications d'une théorie physique. Je prends le truc lourd, le truc léger, je mets une ficelle entre les deux. Donc l'ensemble est plus lourd que la bouteille. Je jette l'ensemble. Je suppose qu'Aristote a raison. L'ensemble étant plus lourd que la bouteille seule, va tomber plus vite que la bouteille. Mais comme le verre tombe moins vite, il va faire parachute. Donc l'ensemble va tomber moins vite que la bouteille. À partir de la même loi physique, j'aboutis à deux conclusions contradictoires l'une avec l'autre. Galilée dit, pour résoudre ce paradoxe, une seule solution, je postule que tous les corps tombent à la même vitesse, indépendamment de leur masse. C'est ce qu'on appelle l'université de la chute libre. Il arrive, ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est contradictoire avec la... Comme il ne termine pas ses phrases, je ne vais pas la terminer. C'est enregistré? Vous couperez. Mais j'en pense pas moins.
Où j'en étais? Oui, Galilée répond à... Quand je fais tomber des corps, il n'y a pas que la gravité qui joue. Il y a aussi une autre force qui s'appelle la résistance de l'air. Et c'est la résistance de l'air qui crée une différence de vitesse de chute entre les corps lourds et les corps légers. La gravité n'a rien à voir avec ça. Et on peut généraliser et montrer que toutes les lois physiques disent des choses qui sont contredites par l'observation. Mais comme elles sont vraies, elles nous obligent à réinterpréter l'observation. Et bien avec ces histoires de particules et de masse, c'est ça qui se passe. On pense que les particules n'ont pas de masse, mais nous avons l'impression qu'elles en ont une, parce qu'elles interagissent avec le vide quantique, dans lequel il y a des particules qu'on appelle des bosons de Higgs. Et c'est les collisions entre des particules de masse nulle et des bosons de Higgs qui créent l'impression que nous avons qu'elles sont freinées dans leur mouvement et donc ont de la masse. Vous voyez que l'idée de la physique des particules aujourd'hui, c'est un peu comme celle de Galilée, c'est d'expliquer les différences de masse par des différences d'interaction avec le vide, donc l'environnement, de la même façon que Galilée expliquait les différences de vitesse par l'interaction avec l'air. Et on construit le lâcher pour comprendre le Higgs. Vous voyez que là encore, on va comprendre l'origine de quelque chose, la masse, en invoquant une autre chose, les bosons de Higgs. Donc quand on explique l'origine de quelque chose, c'est toujours en invoquant quelque chose d'autre. Maintenant, l'origine de l'univers. Est-ce qu'on pourrait y arriver? On se dit oui, parce qu'on a compris les origines de tout ce qu'il contient. Mais l'univers lui-même, est-ce qu'on pourra? La réponse, c'est non. Parce que l'origine de l'univers, c'est la transition du néant à l'être. Et ça ne pourrait s'expliquer qu'en attribuant au néant certaines propriétés qui le transformeraient en autre chose qu'un néant. Autrement dit, on ne peut penser l'être que par l'être, de sorte que l'apparition de l'être reste pour nous un mystère. Voilà, je m'arrête là-dessus et je répondrai, excusez-moi pour le côté décousu de mon exposé, mais je vous donnerai un texte, ou le mieux c'est que vous achetiez un livre dans lequel... Voilà. Alors, on a appris qu'il en avait plein les bottes, mais on va quand même profiter de sa présence, Étienne Klein, pour lui poser des questions, parce que c'est quand même un domaine extrêmement tarabustant, on dirait en français, hein, quand on se demande ce qu'il y avait avant le commencement de quelque chose et qu'il y avait... Bon, alors, oui, je ne veux pas faire mon Devos à mon tour. Qui a des questions à poser à Étienne Klein? Je vous en prie, manifestez-vous. Bonsoir, monsieur. Merci, vous appuyez sur le bouton, vous vous rapprochez. Voilà. Bonsoir, Francis Morel de Rouen. Vous parliez du temps, monsieur Klein, était-il apparu avant l'univers ou après? Si le temps était apparu après l'univers, le point initial de l'univers, le point cosmique, il aurait été figé, il n'aurait jamais évolué. On n'aurait jamais eu de tempête quantique. Tempête quantique? C'est joli, ça. Ah, non, mais disons, l'instant zéro qu'on associe au Big Bang dans la façon habituelle de décrire le Big Bang, celui-là, il est mort. Il a passé un sale quart d'heure et il est mort. Cet instant zéro que j'utilise, et c'est ma grande honte, quand je dis le mur de Planck, c'était 10 moins 43 secondes après, je ne devrais pas dire ça. Parce que le mur de Planck, c'est un moment en deçà duquel ou en amont duquel l'espace-temps n'est pas défini à cause de cette contradiction entre mécanique quantique et relativité générale. Donc je devrais mesurer le mur de Planck à partir de l'instant d'aujourd'hui, en le datant dans le passé. Maintenant, oui, le mot origine, c'est un mot ambigu, quoi. Parce que quand je pose la question de l'origine du temps, par exemple, je peux l'entendre de deux façons. Soit je me dis, il y a un premier instant, et je dois comprendre comment ce premier instant a enclenché la succession des autres instants. C'est-à-dire comment le premier instant est devenu le cours du temps. C'est une première façon d'entendre la question. Mais il y a une deuxième façon d'entendre, c'est d'entendre la question non plus comme la détermination d'une courbe,
fondement initial, c'est-à-dire de quoi est sorti le temps. J'imagine qu'il y avait quelque chose avant, d'où a surgi le temps. Le temps comme émanation d'un autre monde dans lequel il n'était pas, mais d'où il a surgi. Et ces deux façons d'entendre la question conduisent à des réponses complètement différentes. En fait, en physique, on ne sait répondre ni à la première façon de comprendre la question, ni à la deuxième façon de la comprendre. On a des idées, je n'ai pas le temps de développer, mais mon propos, c'est de vous mettre en garde, vraiment de vous mettre en garde, contre tous ceux qui vous racontent l'origine de l'univers comme s'ils en revenaient par le dernier train. Moi, j'y étais, je vais vous dire. Méfiez-vous de ça. C'est une question tarabustante et infernale. Vraiment infernale. Et quelqu'un qui vous raconte tout ça avec simplicité est louche. Intellectuellement louche. C'est qu'il a quelque chose à vendre. D'accord ? Décrire l'origine de l'univers, c'est prendre le pouvoir sur les esprits, d'une certaine façon. Donc méfiez-vous. Vous avez compris qui sont mes bêtes noires ce soir, il n'y en a pas d'autres. Oui. Mais, non, mais on va pas les citer. La plus grosse bête noire, c'est vraiment la plus grosse. On va pas les citer. On va pas les citer, je crois que ça serait quand même beaucoup d'honneur. Oui, monsieur, bonsoir. C'est pas allumé, c'est pas allumé. Voilà. Je voudrais faire une remarque et poser une question. Alors la remarque, c'est l'expérience de Galilée, l'expérience de pensée de Galilée, qui est la plus belle chose que je connaisse. Après, rien que comme ça, en quelques 10 lignes, on peut l'écrire, ou en quelques phrases, on fiche 2000 ans en l'air de physique. Et ça, c'est sur le pouvoir de la raison. Là, nous interroge énormément. Nous interroge beaucoup, parce que qu'est-ce que c'est que la raison? Ça, c'est comme le temps, on ne sait pas très bien. Mais au moins, il a une puissance et un pouvoir qui est époustouflant. Alors, la question que je voulais poser, en revanche, vous avez mentionné la différence entre l'identité entre la durée et le temps. Vous avez dit s'il y a de la durée, c'est qu'il y a du temps. Vous pourriez nous parler un petit peu des théories de Carlo Rovelli, par exemple, justement, qui nous évacuent le temps tout en conservant la durée? Alors, disons, moi ce que j'appelle le temps, c'est ce par quoi nous expliquons le fait qu'il y a de la durée. Alors, tout en reconnaissant que la durée, c'est quelque chose de très mystérieux. Parce que finalement, quand on est à l'école, on nous apprend que la durée est au temps ce que la longueur est à l'espace. D'accord ? Et d'ailleurs, d'un point de vue mathématique, ça se calcule de la même façon par intégration, dans un cas sur la variable t, dans l'autre cas sur la variable d'espace. Donc on se dit finalement, la longueur et la durée, c'est pareil. Mais il y a une différence vraiment fondamentale, qu'on oublie trop. C'est que vous pouvez être présent à une longueur donnée. Par exemple, ceci, ça fait 1 mètre. J'ai devant moi 1 mètre, constitué de points dans l'espace qui coexistent au même moment. Ils existent ensemble. Et donc j'ai devant moi une chose que j'appelle 1 mètre. Maintenant, vous prenez 1 minute, donc une durée. Elle est constituée d'instants physiques qui, par définition, ne coexistent pas. Ils se succèdent sans jamais exister ensemble. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas être présent à une durée d'1 minute. Vous pouvez être présent aux instants qui composent cette durée, mais pas à la durée elle-même. D'accord ? Donc, d'un point de vue ontologique, une durée est quelque chose de beaucoup plus mystérieux qu'une longueur. Maintenant, les tentatives de Carlo Rovelli. C'est ce que j'appelais tout à l'heure, sans le nommer, j'aurais dû, la théorie de la gravité quantique à boucle. Bon, c'est l'idée que, avant d'unifier la relativité générale et la physique quantique, il vaudrait mieux bien comprendre la relativité générale et la quantifier, c'est-à-dire la rendre quantique. C'est-à-dire fabriquer ce qu'on appelle une théorie quantique de la gravitation. On ne s'occupe pas des 3 autres forces que j'ai citées. On fait une théorie quantique de la gravitation. Et une fois qu'on aura une théorie quantique de la gravitation, comme elle sera quantique, on pourra la marier avec les théories quantiques des 3 autres forces. Et on aura une théorie quantique des 4 forces. Donc l'idée de Rovelli, c'est ça, de quantifier la gravitation, puis après on verra. Et je peux répondre oui. Juste, comment on peut faire ça? Parce que quand on fait de la relativité générale, on est dans l'espace-temps, on a besoin du temps de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors qu'en mécanique quantique, justement, à cause du problème de la mesure, on se... Oui. Attendez, juste, la technique, c'est de dire,
les gens qui ont fait la théorie des cordes ou d'autres choses, ils ont pris des hypothèses quand même lourdes, genre 10 dimensions d'espace-temps, etc. Lui, il garde 4 dimensions d'espace-temps, il n'en rajoute pas. Simplement, il dit il y a un truc qu'on n'avait jamais essayé, c'est de considérer que l'espace-temps, au lieu d'être lisse et continu, comme on l'a toujours pensé, en fait, il est discontinu et discret. C'est-à-dire que l'atome d'espace-temps est constitué, l'espace-temps est constitué d'atomes d'espace-temps. C'est-à-dire que vous ne pourriez pas avoir un volume de taille nulle. Il y a un plus petit volume possible dans l'espace-temps qui correspond à une grandeur qu'on peut mesurer à partir des constantes fondamentales de la physique quantique, en l'occurrence la constante de Planck. Bon. Donc il n'y a pas de volume plus petit qu'une certaine taille. L'espace-temps est atomique. Okay. Et dans cette conception, l'instant zéro disparaît aussi, puisque quand l'univers est en contraction et atteint la plus petite taille possible pour l'espace-temps, il ne peut pas se contracter davantage, et là encore il rebondit. Et il y a encore disparition de l'instant zéro. Maintenant, quand Rovelli dit « le temps n'existe pas », là je ne suis plus d'accord, disons que c'est un problème de vocabulaire. C'est un problème de vocabulaire. Le problème est que pour dire que le temps n'existe pas, c'est un peu comme pour Dieu. Pour dire que le temps n'existe pas, il faut très précisément caractériser cette chose qu'on appelle le temps et dont on dit qu'elle n'existe pas. Hein? Comment connaître le temps et pouvoir le caractériser s'il n'existe pas? Hein? Donc c'est démontrer que le temps n'existe pas, c'est aussi difficile que démontrer que Dieu n'existe pas. Et pour dire qu'il n'existe pas, il faut le connaître. Parce que c'est pas parce que le temps newtonien, par exemple, a disparu au moment de l'avènement de la relativité restreinte, le temps newtonien, il est mort. Ça ne veut pas dire que le temps est mort. Ce qui est mort, c'est une certaine façon de comprendre le temps. Le bon temps, c'est le temps de la relativité, en relativité. C'est plus le temps de la physique newtonienne. Et donc, vous voyez que c'est pas parce que le temps tel qu'on l'a connu a disparu d'un cadre théorique qu'on a le droit aussi rapidement de conclure qu'il est mort ou qu'il n'existe pas. Donc c'est vraiment des questions de langage, si vous voulez. Je connais bien Rovelli, on en discute souvent. Il est d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec sa désinvolture langagière. Et une petite chose que je voudrais me permettre de vous demander, si on considère que le temps a une nature, entre guillemets, quantique, donc il est constitué de paquets, il passerait par paquets comme tout ce qui est quantique. Et entre ces paquets, là, on aurait une absence de temps. Et pendant combien de temps? Mais c'est à vous que je pose la question. Non, c'est ce que je veux dire. Les atomes, entre les atomes, tout le monde sait qu'un corps est constitué d'atomes, enfin que n'importe quoi est constitué d'atomes, mais que la majorité de tout ça, c'est quand même le vide. Oui. Il y a un atome ici, dans le cahier du vide, un autre atome là, mais l'atome qui est là, il n'est pas la résurrection de celui qui était là. Mm-hmm. Alors que quand on imagine un temps qui s'écoule de façon discontinue, un temps qu'on représenterait par un pointillé, par exemple. Tic, tac, entre le tic et le tac. Voilà, il y a du temps là, mais première question, pendant combien de temps il n'y a pas de temps? Mm-hmm. Qu'est-ce qui permet que ça redémarre et au bout de combien de temps? Bon. Et d'autre part, d'un point de vue existentiel, quelle est la différence entre un temps continu et un temps en pointillé? La même que pour une droite, voilà, qui n'est qu'une succession de points. Voilà. Donc on a beaucoup de mal à imaginer un temps discontinu, ce qui ne prouve pas qu'il n'est pas discontinu. Il se peut que nos équations soient plus intelligentes que nous et mettent en scène une caractérisation du temps que nous ne sommes pas capables de penser. Bon, par exemple, les géométries non commutatives, j'en ai pas parlé, mais c'est une autre piste théorique pour faire cette unification que j'évoquais, sont développées par des mathématiciens, Alain Kohn et d'autres. Bon, là, il y a l'idée d'une discrétisation de l'espace-temps, là encore, d'un temps qui pourrait être discontinu. La question est de savoir si ce qui est représenté là, c'est vraiment le temps. Je reviens à l'exemple de Rovelli, qui s'appuie d'ailleurs un peu sur les géométries non commutatives. L'idée, c'est que l'espace-temps lisse et continu que nous connaissons, en fait, est une émanation qui surnage au-dessus d'un monde plus petit dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps. Donc, je vais vous donner une image qui est fausse mais parlante. Vous prenez une vieille télévision, vous la regardez de près,
vous voyez des petits points qui se déposent sur l'écran, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de forme. Et vous avez mal aux yeux. Bon. Vous prenez du recul, vous vous éloignez de l'écran, et à distance, vous verrez apparaître des images, des formes, des couleurs. Et là, on a mal à la tête. Ça dépend du programme. Enfin, si c'est la première chaîne, oui. Mais personne ne vous oblige à la regarder. Donc, vous voyez que là, la notion de forme, le côté lisse et continu de l'écran, est quelque chose qui ne vous apparaît qu'à une certaine échelle de distance. Là, c'est la même idée. À toute petite échelle, l'espace-temps est discret. Il n'y a pas d'espace-temps, dirait Rovelli. Il y a juste les événements qui sont causalement reliés, sans qu'on puisse dire qu'ils sont dans l'espace et dans le temps. Mais le point important, je ne veux pas être trop technicien dans l'affaire, mais le point important, c'est que dans cet inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps, il y a cette relation causale, qui est une relation d'ordre entre événements. Ok ? Qu'est-ce qui vous interdit de dire que le temps, ça ne serait pas cette relation d'ordre? D'accord? Oui. Je ne voudrais pas accaparer. Oui. Dernière chose, puis je ne dis plus rien. C'est pas grave, non. C'est en fait, vous avez l'air d'aimer beaucoup Emmanuel Kant, et donc Emmanuel Kant fait du temps une espèce d'a priori de la pensée. Et est-ce qu'on n'est pas finalement, est-ce qu'il n'a pas raison là-dessus? Est-ce qu'on ne serait pas un peu piégé par cette notion de temps, parce que c'est une manière à notre cerveau de fonctionner pour appréhender les événements et qu'on a beaucoup de mal à y échapper? Bon, c'est vraiment une très grande question. Donc je veux bien la traiter, mais c'est long. Effectivement, on peut se demander qu'est-ce qui fait que nous, êtres humains, nous avons l'impression que le temps passe. Est-ce que le passage du temps est quelque chose qui est lié à notre cerveau, à notre conscience, disons, ou est-ce que c'est une propriété intrinsèque du temps indépendante de nous? Bon, vous savez qu'Einstein avait une réponse très simple à ça. Il disait, le cours du temps est un produit de notre statut d'observateur. L'espace-temps est une arène atemporelle, c'est-à-dire qu'il y a un territoire qui existe de toute éternité, et c'est notre mouvement dans l'espace-temps qui crée l'impression que nous avons que le temps passe. Quand vous êtes dans un train et que vous regardez par la fenêtre, vous dites ou vous pensez, tiens, le paysage défile. Non, le paysage défile pas. C'est votre mouvement, plutôt celui du train, qui crée l'impression que vous avez qu'il défile. Bon, pour Einstein, c'est la même chose. C'est nous qui créons l'impression que nous avons que le temps passe. Et si on croit à cela, c'est ce qu'on appelle la conception de l'univers bloc en physique. Si on croit à cela, effectivement, on peut avoir envie d'être conscient. Et dire que le temps est un a priori de notre sensibilité. Il y a une grille de lecture qui est dans notre cervelle et que nous projetons sur le monde de sorte qu'il nous apparaît temporel alors qu'en réalité il ne l'est pas. Nous temporalisons le monde. Vous ne poserez pas d'autres questions parce que les autres gens vont être largués. Mais alors attendez juste une chose. Si vous êtes vraiment conscient, vous avez quand même un problème. Qui est le suivant. Vous avez un problème. C'est que la conscience, disons l'homme n'est apparu dans l'univers qu'il y a 2 millions d'années. C'est-à-dire que l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous. D'ailleurs, il va le finir sans nous. Donc la question c'est, si le temps est un produit de la conscience, comment la conscience qui est née dans le temps a pu apparaître au bout de 13,5 milliards d'années? D'accord ? Si c'est nous qui faisons couler le temps, comment couler le temps jusqu'à atteindre le moment où nous l'avons fait couler? C'est un peu l'équivalent de ce que disait Einstein quand il disait, vous pensez que la Lune n'existe pas Si on veut, à propos de la mécanique quantique. Il y a quand même, vous voyez, il n'y a pas de réponse simple. Mais moi je pense que cet argument c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'ancestralité. C'est qu'on a pu dater des événements bien antérieurs à l'apparition de l'homme. Ce paradoxe de l'ancestralité oblige quand même les kantiens à retravailler les textes. Il y avait une question par là-bas, je crois. Oui, monsieur, allez-y, je vous en prie. Oui, bonsoir. Je vais essayer de reprendre ce que vous avez dit pour préciser ma question. Vous nous disiez donc que
Vous nous disiez donc, pour éliminer le problème de l'instant zéro, qu'on pouvait concevoir le Big Bang comme une transition de phase entre contraction de l'univers et expansion. Donc, derrière ça, j'imagine qu'il y a l'idée que l'histoire de l'univers peut être une suite de contraction et d'expansion. Donc, afin que l'univers se contracte à nouveau, j'imagine qu'il faut que la force de gravitation soit plus forte que la force d'expansion initiale. Or, il me semblait, après ce que j'avais lu dans certains magazines ou autres, que les observations récentes montraient justement que l'univers était dans une phase d'expansion, et même d'expansion de plus en plus rapide, qui semble donc contredire, a priori, l'idée qu'il se contracte à nouveau. Très bonne question, merci, mais je n'ai pas dit que l'univers était cyclique. D'accord ? C'est-à-dire, le fait que ce qu'on appelle le Big Bang soit une transition de phase n'implique pas que la contraction qui l'a précédée soit elle-même le résultat d'une contraction qui a suivi une inflation. Le mot inflation, d'ailleurs, je vais l'éviter parce que ma langue va fourcher. Non, mais on ne peut plus rien dire quasiment. Donc, ce que j'ai dit des modèles de pré-Big Bang, ce n'est pas du tout des preuves que l'évolution serait cyclique. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui reste dans l'ombre, c'est l'origine de la matière. C'est-à-dire que les particules élémentaires, on comprend l'origine de la matière composite, les atomes, les noyaux, les molécules, les structures organisées, qui se font par agrégation d'entités préexistantes, on comprend. Par contre, les particules élémentaires, électrons, photons, etc., on ne sait pas d'où elles viennent. Peut-être qu'elles ont toujours été là. Donc, dans ce cas, elles n'ont pas d'origine. Mais comme vous l'avez justement dit, nous savons depuis une dizaine d'années, c'était une grande surprise, que l'expansion de l'univers dont j'ai parlé, en fait, s'accélère. Elle s'accélère. Et elle s'accélère depuis très longtemps, d'ailleurs. On n'a pas branché l'accélérateur la semaine dernière. Ça date depuis au moins 10 milliards d'années. Elle s'accélère sous l'effet d'un truc dont on ne connaît pas la nature. Et en physique, en général, quand on ne connaît pas la nature de quelque chose, on le qualifie de noir. En l'occurrence, on l'appelle l'énergie noire. À ne pas confondre avec la matière noire. Alors, énergie noire, c'est curieusement l'anagramme de reine ignorée. Et c'est une anagramme qui fonctionne bien parce que reine, c'est la partie dominante du contenu de l'univers. L'énergie noire représente 70% du contenu énergétique de l'univers. Et ignorée parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est un argument de plus pour ne pas se précipiter à décrire l'origine de l'univers. Puisqu'en cosmologie, il reste d'énormes problèmes à résoudre. Celui de la matière noire. Pourquoi les galaxies vont plus vite que si seulement la matière visible était présente? Donc il y a la matière invisible qui agit gravitationnellement sur elle, dont la nature est inconnue. Peut-être que le LHC va découvrir le neutralino, cette particule qui pourrait la constituer, et on serait bien content. Deuxième problème, l'énergie noire. Et tant qu'on n'aura pas identifié la nature de ces choses mystérieuses, on sera bloqué pour décrire l'évolution à long terme de l'univers, ou bien son origine. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire, le modèle standard de la physique des particules, qui décrit 3 des 4 forces que j'ai citées tout à l'heure, ce modèle standard ne décrit que 4% du contenu matériel et énergétique de l'univers. C'est-à-dire, il décrit le comportement de la matière si elle est constituée d'électrons et de quarks. C'est 4% du total. Tout le reste, c'est autre chose. On a des idées théoriques, mais on n'a pas encore la preuve que c'est telle ou telle idée qui est la bonne. C'est quand même mal, on est mal quand même. Mais non, c'est ça la vie. 4%, et 4% qui nous posent des problèmes en plus, c'est pas incroyable. Alors, on rendez compte avec le noir. Non, il n'y a que 4% qui ne nous posent pas de problème. Oui, enfin, pas trop. D'autres questions? Oui, bonsoir madame, je vous en prie. Madame là-bas, vous n'avez pas de micro? Oui, ça va arriver. Amélie, merci. Oui, je suis désolée, je voudrais revenir sur l'existence du temps. Est-ce que ce que vous appelez le temps, c'est le mouvement? Non. Le dynamisme? Non. S'il y avait un univers figé, est-ce qu'il y aurait du temps? Alors Aristote répondrait non. Parce qu'Aristote dit le temps c'est le mouvement. Oui. Alors il n'y a pas de réponse dans l'absolu.
il n'y a de réponse, en tout cas pour un physicien, qu'en regardant les équations. C'est-à-dire, je regarde quel est le statut du temps dans tel ou tel formalisme de la physique, dans telle ou telle théorie, et je réponds à votre question. Si vous prenez, on va prendre un cas simple, la physique de Newton, celle qu'on apprend à l'école, celle qui contient la mécanique, qui décrit la gravitation universelle, etc. Celle dans laquelle on trouve ce paramètre T, dont je parlais au début, qui ne dépend pas de lui-même. Est-ce que ce temps ressemble à ce que nous disons du temps? Qu'est-ce que nous disons du temps? Nous identifions dans notre façon d'en parler quotidienne le temps au changement ou au mouvement. Disons, le changement, c'est une extension de l'idée de mouvement. Le temps, c'est le changement. Si plus rien ne change, on dira soit que le temps a disparu, soit qu'il s'est arrêté. Est-ce que la physique dit la même chose? La réponse, c'est non. Même quand rien ne change, le temps est là qui continue à passer. Rien n'arrête le temps finalement, même si rien ne se passe dans le temps. Donc ça, c'est une des grandes leçons de la physique, c'est que le temps physique est contradictoire avec notre façon de le dire. Je vais le dire autrement pour que vous compreniez mieux. J'ai dit le temps passe. Nous disons tous que le temps passe. Mais la question c'est, est-ce que c'est vrai qu'il passe? Je vais faire comme Galilée, vous voyez. On répète la même chose depuis Héraclite, le temps passe, le temps est comme un fleuve, etc. On répète ça, bon. Puis on s'arrête un moment et on dit, est-ce que ce qu'on dit depuis 2000 ans est vrai? Donc je pose la question, est-ce que le temps passe? Alors qu'est-ce que ça veut dire le temps passe déjà? Ça veut dire que les trois moments du temps, qui sont le futur, le présent, le passé, se succèdent. Le futur devient présent, le présent devient passé. C'est cette sorte de mouvement de transit que j'appelle le passage du temps. En fait, c'est un passage des moments du temps. Est-ce que le constat du passage des moments du temps me suffit à dire que le temps lui-même passe? Il faut voir. Alors, je vais vous proposer une définition du temps. Je ne sais pas si elle est vraie, mais c'est juste pour s'amuser. Faire une expérience de pensée comme Galilée. Je vais dire le rôle du temps, sa fonction essentielle, c'est de renouveler l'instant présent. Je fais l'hypothèse que le travail du temps, c'est de faire en sorte qu'à tout instant présent qui devient présent, va succéder à un autre instant présent qui va le renouveler en prenant sa place. Hypothèse. Si cette hypothèse est correcte, ça veut dire que, en réalité, le temps fait passer la réalité. Mais que la réalité qu'il fait passer, comme la réalité qu'il fait passer ne cesse pas de passer, lui qui l'a fait passer ne passe plus. C'est-à-dire que le temps est toujours là à faire passer la réalité. Et comme la réalité ne cesse pas de passer, le temps est toujours là. Autrement dit, le temps ne passe pas. Il est toujours là à faire passer la réalité. Vous voyez qu'en travaillant un petit peu le langage, sans même invoquer la physique, je peux aboutir à des conclusions qui disent le contraire de ce que nous disons d'habitude. Vous allez dire, c'est absurde. Mais en réalité, quand vous dites que le temps passe, vous commettez peut-être la même erreur que celle que vous commettriez si vous disiez qu'un chemin chemine ou qu'un cahier à musique chante. Un chemin ne chemine pas, il permet des promeneurs de cheminer. Un cahier à musique ne chante pas, il permet des chanteurs de chanter. Le temps ne passe pas, il fait passer la réalité. En disant que le temps passe, vous confondez l'objet et sa fonction. Et ce que je dis n'est pas absurde, puisque le temps de Newton, que j'évoquais tout à l'heure, est précisément un temps qui ne change pas au cours du temps. Les instants dont il est composé se succèdent et sont à chaque fois différents, mais ne changent pas de statut. Autrement dit, le temps échappe au changement. Il n'évolue pas à mesure qu'il passe. Donc, tout ça pour dire que on ne peut pas, me semble-t-il, à partir des équations de la physique, dire que le temps, c'est la même chose que le changement. Le temps n'est pas sans changement, mais il n'est pas le changement. J'ai une petite question. Est-ce que dans la physique la plus basique,
ou même un peu plus compliquée, la physique des particules, est-ce que il y a toujours l'inscription d'une règle de causalité lorsque l'on parle du temps? Est-ce que, en d'autres termes d'ailleurs, on pourrait presque demander, est-ce que la réversibilité de certains phénomènes est possible ou pas? Vous êtes sûr que la question intéresse tout le monde? Pardon? Non, mais en tout cas, moi, elle m'intéresse. Mais c'est vrai que s'il n'y a que moi, bon, je m'effacerai, mais je ne voyais personne. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le facteur temps ne sonne jamais deux fois sur cette question. Oui, excusez-moi, je cours l'acheter. Je cours l'acheter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la réversibilité du temps, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous changez t en moins t dans une équation de la physique, ça ne change pas l'équation. Concrètement, si vous filmez un processus physique avec votre caméscope, vous passez le film à l'envers en le projetant sur un écran, ce que vous verrez, c'est un phénomène physique différent de celui que vous avez filmé. La gauche et la droite sont inversées, le sens des vitesses est inversé. Mais ce que dit la physique, c'est que le phénomène qui sera sur l'écran, différent de celui que vous avez filmé, est régi par les mêmes lois physiques que le phénomène de départ. Donc les équations physiques, et non pas le temps lui-même, sont réversibles en temps. C'est-à-dire que le sens d'écoulement du temps est arbitraire. Ça ne veut pas dire qu'on peut remonter dans le passé, mais ça veut dire que ce qu'on appelle le passé, on aurait pu l'appeler l'avenir et réciproquement, à condition évidemment d'être cohérent et de ne pas changer constamment le sens d'écoulement du temps. Et c'est valable aussi pour une boule de billard? Alors justement, le problème qu'on a depuis un siècle et demi, qu'on a peut-être résolu en fait, c'est que ça c'est ce que disent les équations de la physique. Simplement si dans les mois d'été, qui en général sont plus chauds que les mois d'hiver, hein, contrairement à ce que dit monsieur, comment s'appelle-t-il, qui nous explique qu'on ne peut pas prédire le climat au motif qu'on ne peut déjà pas prédire la météo de la semaine prochaine. Je ne sais pas quelle température il fera à Caen la semaine prochaine, ça c'est vrai. Par contre, je sais qu'en août 2012 à Caen, il fera plus chaud qu'en janvier 2012 à Caen. Donc contrairement à ce qu'il dit, excusez-moi, je m'énerve, contrairement à ce qu'il dit, on peut faire des prédictions climatologiques qui vont au-delà des prédictions de la météo. Je ferme la parenthèse pour dire que si vous filmez votre fils ou fille qui plonge dans la piscine au mois d'août, si malencontreusement vous projetez le film à l'envers, vous verrez tout de suite qu'il est à l'envers. C'est-à-dire que quand vous regardez un film à l'envers en général, il vous montre un phénomène impossible. Impossible. C'est-à-dire, on voit le gamin sortir de l'eau tout sec et se retrouver sur le plongeoir. Ça, personne n'a jamais pu. Autrement dit, cette réversibilité des équations est démentie par l'observation. Il y a eu un débat extrêmement violent au XIXe siècle, qui a abouti d'ailleurs au suicide de Boltzmann. Boltzmann, grand physicien qui travaillait là-dessus. Les types de l'époque tombaient dessus. Crétin, tu as des équations réversibles, tu prétends expliquer les réversibilités des processus macroscopiques en faisant l'hypothèse de l'atome. On n'a jamais vu d'atome, on voit que des phénomènes irréversibles, tes équations sont fausses. Mais Boltzmann disait non, le but de la physique c'est d'expliquer le réel par l'impossible. Mes équations sont justes. Il faut repenser notre façon de comprendre l'irréversibilité. Et si nous voyons autour de nous des phénomènes irréversibles, c'est parce qu'ils mettent en jeu un très grand nombre d'atomes, alors que les phénomènes réversibles ne se voient que quand il y a un petit nombre d'atomes qui sont mis en jeu. Donc ça, c'est la question de la flèche du temps, comme on dit. Mais vous aviez employé un autre mot pour dire autre chose qui est la causalité. Et effectivement, la causalité, c'est le principe fondamental de la physique. C'est, dans sa formulation classique, l'idée que tout événement est l'effet d'une cause qui le précède chronologiquement. Il y a la cause, il y a l'effet. Et la causalité dit que l'effet ne peut pas rétroagir sur sa propre cause. Autrement dit, vous ne pouvez pas voyager dans le temps. Dans votre temps personnel, dans votre temps propre, comme on dit. Et ce qui est fantastique, c'est que depuis Newton, on utilise ce principe de causalité dans les théories physiques comme contrainte qu'on applique à la représentation du temps. Le principe de causalité chez Newton implique que le temps est linéaire et pas cyclique. Parce que dans un temps cyclique, un temps qui fait des boucles comme ça, vous avez une cause A
qui engendre un effet ultérieur B. Vous continuez, vous allez dans le futur de l'effet et vous revenez dans le passé de la cause. Donc un effet peut rétroagir sur sa propre cause, ce qui violerait la causalité. Donc on prend un temps linéaire dans lequel la cause est protégée de toute rétroaction que pourraient avoir les effets qu'elle produit sur elle-même. Il y a la cause, il y a l'effet, puis c'est fini. Le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Okay ? En relativité, ce principe de causalité implique qu'une particule ne peut pas aller plus vite que la lumière. Et là où c'est encore plus fort, c'est en physique des particules, où dans les années 30, 1930, on a compris que le principe de causalité en physique des particules implique l'existence des antiparticules, qu'on ne connaissait pas, on n'en a jamais vu. Et là, il y avait une période très intéressante où on se disait, ou bien la causalité est une loi qui est dans nos têtes, un a priori de notre entendement ou sensibilité, je ne sais plus comment c'est chez Kant. Entendement, un a priori de l'entendement. Vous trouvez la causalité est dans notre tête et on la projette sur le monde. Dans ce cas-là, il ne devrait pas exister d'antimatière. Parce que c'est nous qui imposons aux équations de respecter la causalité. Ou bien au contraire, il existe de l'antimatière, ce qui veut dire qu'on avait raison de contraindre les équations par la causalité, qui du coup est une loi de la nature et pas une loi de notre cervelle. Et comme vous le savez, l'antimatière existe. Donc l'antimatière est la preuve que la nature obéit au principe de causalité. Comme le principe de causalité interdit les voyages dans le temps, l'antimatière est la preuve que les voyages dans le temps sont impossibles. C'est QFD. Oui, monsieur, bonsoir. Ah, oui. Oui, non, il faut que ça s'allume rouge. Il faut qu'il y ait un petit point rouge derrière. Ça, c'est la cause. Et l'effet sera qu'on entendra. Voilà. Bien. Bien fort. Non, il ne marche pas? Allez-y, alors, criez. Allez-y. Bonsoir. Ah non. Allègrement, 2 mots. Allez, vous couperez au montage, hein, s'il vous plaît. Ah, sûrement pas. Voilà, j'espère que tout le monde a à peu près entendu. Inhomogénéité du temps. Hein. Est-ce qu'il y a une possible inhomogénéité du temps comme elle existe pour la matière? Hétérogénéité de notre expérience du temps, c'est ça que vous voulez dire. J'ai bien compris la question, merci. La question, c'est de savoir si ce temps que j'ai décrit comme homogène, en fait, ne peut pas être perçu dans nos expériences de la vie quotidienne comme étant inhomogène, c'est-à-dire un temps qui s'accélère, qui ralentit selon les expériences qu'on est en train de vivre, selon l'intensité avec laquelle on les vit, selon le sens qu'on leur donne, selon notre âge, etc. La réponse est évidemment oui, c'est-à-dire notre perception du temps est inhomogène, évidemment. Lorsque nous nous ennuyons, le temps semble s'écouler lentement, lorsque nous sommes passionnés, il s'écoule plus rapidement, etc. Simplement, vous voyez que dans cette façon de dire, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que on parle du temps comme s'il avait une vitesse d'écoulement. Or, cette notion de vitesse d'écoulement, elle nous vient du fait que pendant des siècles, nous avons comparé le temps à un fleuve. Un fleuve qui s'écoule. Un fleuve, il a effectivement une vitesse d'écoulement. Et comme le fleuve a une vitesse d'écoulement, nous disons que le temps a une vitesse d'écoulement. Mais je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc quand je dis que le temps a une vitesse, je veux dire que le temps varie au cours du temps le rythme de son écoulement
par rapport à son rythme d'écoulement. Ce qui est absurde. Le temps n'a pas de vitesse. Si vous voulez vraiment définir la vitesse du temps, vous direz que le temps est cette chose qui avance de 24 heures toutes les 24 heures. Vous serez bien avancé. D'accord? Donc, il n'y a pas de vitesse du temps, ça n'a pas de sens. Maintenant, je vais répondre un peu plus précisément. Parce que quand je dis que le temps s'accélère, tout le monde me comprend. Ce n'est pas le temps lui-même qui s'accélère, c'est ce qui se passe dans le temps. C'est notre emploi du temps, c'est le rythme de nos activités, c'est la cadence de la production, etc. Donc, quand je dis le temps s'accélère, personne n'est dupe et chacun comprend que ce qui s'accélère, c'est la temporalité des phénomènes qui se déroulent dans le temps. Simplement, à force d'utiliser ces types de langage, on s'empêche de comprendre certaines choses. Par exemple, la théorie de la relativité. Vous avez entendu parler de l'expérience des jumeaux de Langevin. Ils ressemblent d'ailleurs peut-être au... Enfin, je ne sais pas. Lequel est resté sur Terre? Ils ont déjà la bille cosmonaute. Donc, il y en a deux jumeaux de même âge. Il y en a un qui monte dans une fusée à une vitesse très grande, disons 100 000 km par seconde. Il revient, et quand il revient, on est tous morts. D'accord? Donc, ce monsieur, il a voyagé dans le temps par rapport à nous. Et quand on veut raconter cette histoire, et on le fait depuis les années 30, on dit la théorie de la relativité d'Einstein nous dit que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur. C'est comme ça que vous l'avez entendu. D'ailleurs, si vous lisez un livre qui s'appelle Le Dictionnaire amoureux des sciences, rédigé par je ne sais plus qui, vous ouvrez le livre à la définition relativité, il est dit, la théorie de la relativité dit que tout est relatif et que la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur. Signé de je ne sais plus quoi. Donc si cette phrase est vraie, et cette phrase tout le monde la répète, si cette phrase est vraie, je suis ici, je lis un livre, ça me prend 2 heures à ma montre. Je monte dans ma fusée. J'emporte un livre de même taille et ma montre. Je lis le livre dans ma fusée. Combien de temps me faut-il à ma montre? 2 heures. Donc, le fait que je me déplace, même à une vitesse très élevée, proche de la vitesse de la lumière, ne change rien à mon temps propre. C'est bien ce que dit la théorie de la relativité. Le mouvement est comme rien. Le fait d'être en mouvement ne change rien. Et pendant ce temps-là, vous avez des gars qui disent la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur. Ben non. Le fait que je sois en mouvement ne change pas mon temps à moi. Donc, si vous voulez, il y a une façon de raconter la relativité qui laisse entendre qu'il y a un temps unique dont la vitesse d'écoulement dépend de la vitesse de l'observateur. Donc le temps est élastique. Et on n'arrive pas à se défaire de cette définition, qui est contradictoire avec la théorie de la relativité, parce que si vous regardez les équations de la relativité, ce qu'elle dit, c'est pas du tout ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'il existe autant de temps différents qu'il y a d'observateurs différents. Chaque observateur a son temps propre. Et ce qui est universel, ça n'est pas le temps, mais le fait que tout observateur en possède un. Votre temps propre, c'est celui qu'indique votre montre. Mon temps propre, c'est celui qu'indique ma montre. Si je vais à Paris en train et que je reviens, ma montre sera synchrone avec la vôtre. Et j'aurai l'impression que nos temps propres restent en phase. Et ça sera une illusion qui vient simplement du fait que les trains ne vont pas vite. Et c'est pour ça qu'on a cru pendant des siècles que le temps était newtonien. C'est parce que les vitesses de déplacement que nous pouvons avoir, même avec des navettes spatiales, sont tellement faibles devant la vitesse de la lumière que même si vous faites le tour de la Terre, à grande vitesse, votre montre sera en gros synchrone avec celle de ceux qui seront restés sur Terre.
Mais si le petit TER que j'ai pris là pouvait aller à 150 000 km par seconde, je fais un aller-retour Paris, et quand je reviens, vous êtes mort. Ça ne veut pas dire que j'ai vécu plus longtemps que vous. Ça veut dire que mon trajet dans l'espace-temps aura pris moins de temps pour aller de A à B que le vôtre. Autrement dit, en relativité, c'est toujours rentable de voyager. Oui, j'ai une question. Donc j'aurais voyagé dans votre temps, mais pas dans le mien. Donc l'existence de l'antimatière interdit que je voyage dans mon temps propre, je ne peux pas retourner dans ma jeunesse, mais n'empêche pas que je puisse aller dans votre futur. Mais ce n'est pas asymétrique, vous pouvez aller dans le mien. Vous pouvez aller dans le mien, mais il faut bouger. Oui, mademoiselle, ça va être la dernière question, parce que le temps passe vraiment très vite avec vous. Hein? Non, c'est nous. Merci. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour votre exposé, mais j'ai un peu le sentiment d'avoir été berné parce que votre question de départ était le temps a-t-il connu un instant zéro, et vous concluez sur l'origine de l'univers. Et quand vous nous emmenez derrière le mur de Planck, à la recherche de l'instant zéro, cet instant nous échappe parce qu'en fait c'est l'origine de l'univers ponctuel qui nous échappe, puisque vous parlez de l'univers en expansion. Et je me demande si conceptuellement l'esprit humain est capable d'envisager le temps et surtout l'origine du temps en dehors de l'origine de l'univers. Et on le sent bien quand vous posez vos questions introductives qui nous plongent un peu dans une perplexité. Vous avez raison, parce qu'en fait, j'ai essayé de vous berner, mais ça a failli marcher jusqu'au moment où vous avez posé votre question. Et quand même, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que dans la façon de raconter le Big Bang, on identifie l'origine de l'univers à l'origine de tout ce qui existe. Donc il y a confusion entre origine de l'univers et origine du temps. Donc l'instant zéro, dans cette vulgate, correspond à la singularité que j'ai décrite. Maintenant, c'est ce que j'ai expliqué, quand vous essayez de tenir compte de toutes les forces qui existent dans la nature, et pas seulement de la gravitation, vous êtes bloqué sur le mur de Planck, en deçà duquel vous ne pouvez plus rien dire en termes de durée. Et donc, l'instant zéro devient quelque chose soit d'inaccessible, soit d'inexistant. Et ce que j'ai montré, c'est que les pistes théoriques qui essaient de franchir le mur de Planck le font disparaître des équations ou le reportent dans des zones où on ne peut pas le saisir, et donc il disparaît du formalisme de la physique. Donc ma conclusion, c'est en fait de dire que le temps n'a pas connu d'instant zéro si l'on en croit les modèles théoriques qui essaient de franchir le mur de Planck. Maintenant, c'est pas définitif. C'est pas définitif. Peut-être qu'un jour, on ira bien au-delà et on pourra mettre la main sur un instant zéro, ce qui ne signifiera pas que la question de l'origine du temps sera résolue. Parce qu'il faudra expliquer d'où provient cet instant zéro, de quel substrat il a pu émerger, qui n'était pas déjà temporel. Et là, peut-être qu'effectivement, on aura des limitations qui viennent de ce que l'esprit humain est peut-être incapable de faire la part des choses, et il sera éternellement pris dans des histoires de poules et d'œufs dont il ne pourra pas sortir, surtout s'il ne précise pas le rôle du coq. Ça serait bien. Voilà, eh bien écoutez, moi j'aimerais vous rappeler que Étienne Klein...